Thank you, everybody, joining us. Good morning and good afternoon. All protocols are observed. This is the Africa Natural Capital Accounting Community of Practice webinar series on the Congo Basin Forest and Natural Capital Accounts to share the highlights of the results and its policy implication. This is a big milestone for us as a community of practice to have this experience sharing from the West African side and then have a bilingual nature, and then the communication will be in English and French. That is very interesting for us. And this community of practice is initiated since 2019. We have close to more than 500 members. And also recently we conducted a policy forum in Nairobi. And then we also developed a strategy document for the next 5 years, which will be owned and managed by the African Institute. So that will give us, this community of practice will be a good platform for knowledge sharing related to natural capital accounting and practice. So thank you all, and as a room keeping, this webinar will be recorded for sharing for those who are not able to join us to learn from this experience. And also, when you want to raise your reflection, please you raise your hand, and then we will see it, and then open your camera to see you and to reflect your idea. So thank you very much on behalf of the African Committee of Practice Secretariat. Then I will hand over it to Kanta to say something, and then to hand over it for the next step. Thank you very much. Thank you, David, and good morning to all of you. Good afternoon, wherever you are. We are equally excited to start off this session. But without further ado, let me invite Dr. Alisa Baroudi, a practice manager for environment and natural resources here at the West Africa and Central Africa region. She is leading this team to really look at the issues of integrated land and water management, and has a lot of experience working in the region, including on carbon finance. And with those few remarks, allow me to invite Ali to make a few opening remarks. Thank you, Ali. Over to you. Thank you, Kanta. Thank you, David. It's a real pleasure to be part of the community of practice. So thank you so much for inviting me. I really would like to highlight in my opening remarks the importance of the work that you will do on natural capital accounting. And it's an honor for me to welcome you all to this important convening as we initiate the next phase of our work on natural capital accounting and forest ecosystems. Today represents a significant step forward as we engage with the 6 Congo Basin countries as a constituency into this growing Africa Natural Capital Accounting Community of Practice. The inclusion of these countries not only broadens the scope of our collective efforts, but also enhances the depth of knowledge exchange and regional cooperation. Peer-to-peer knowledge enables countries to share their unique policy challenges and opportunities to move towards shared solutions. The unique insights and experiences from the Congo Basin will enrich this dialogue and strengthen the impact of our shared endeavors. For many years, the World Bank has been at the forefront of efforts to advance natural capital accounting, working with many countries across regions, including Uganda, Ethiopia, Ghana, and many others. But over the last 15 months, the World Bank supported the Congo Basin forest countries to develop their forest natural capital accounts and associated capacity through its advisory services and analytics, focused on leveraging natural capital accounting for results-based climate finance. Through sustained engagement with the Congo Basin countries to embed the valuation of forests, natural capital, ecosystem services into national planning and decision-making processes,
We've worked closely with key agencies in each of the countries: Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea, Gabon, the Republic of Congo, and the Democratic Republic of Congo, to develop the first set of ecosystem accounts. The policy implications of forest natural capital accounting within broader economic and policy frameworks by the country governments is a priority for the Congo Basin countries. So the session today is not merely a technical discussion. It's a strategic forum aimed at fostering meaningful collaboration and cross-regional knowledge sharing. The exchange of experience and best practices among participating countries is critical to ensuring that the efforts translate into tangible policy outcomes. Our shared objective is to facilitate a transition from data collection and analysis to decisive policy action that strengthens forest governance, enhances climate resilience, and importantly, promotes sustainable economic opportunities. As we embark on this initiative, we look forward to your continued engagement and dialogue. This meeting marks the beginning of an ongoing conversation, one that will shape the trajectory of our work in this field and help chart a path towards achievable, impactful solutions. So I really encourage you all to actively contribute your insights and perspectives. We value your insights and perspectives to this dialogue because you're living the reality daily. And so this would just bring our work into a more grounded approach. So we really, really thank you for that contribution. On this point, I would like to just now, if you allow me, to pass to the two presenters for the session. So I'll pass back to Kanta and allow me to say a few words about Kanta and also Mr. John Goons, who will be the presenters. So Kanta is our lead climate change specialist at the World Bank. We've worked closely many years. Kanta doubles up as the regional climate change coordinator, and she's the team lead for the Congo Basin advisory and analytical work focused on leveraging natural capital accounting and development of strategic carbon roadmaps for the Congo Basin countries. Mr. John Goons, and I really hope I'm pronouncing this correctly, is in the Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development in Cameroon, has a background in forestry and wildlife, but also GIS and remote sensing for biodiversity management, but is now the Inspector number 1 at the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development. Nice to see you on screen. Welcome. Great. So Kanta and John, I'm going to pass to you, and thank you very much, and I really wish you a great session. Thank you, Ellie, for those opening remarks and for setting the stage for, I hope, what will be a very useful exchange. As you know, we have John, who is co-presenting with us, but we also have multiple panelists from the different countries. So here we go. I hope everybody can see the screen. So very good morning, good afternoon once again. So here we go. I'll share with you, as has been introduced by Ali, the work that we've been doing for the Congo Basin Forest Natural Capital Accounts and highlight some of the results. And John will draw out the policy implications before we go to the panel discussion with representatives from Republic of Congo, Gabon, and from Cameroon. Just as a backdrop, as has been mentioned. Yes. Sorry to interrupt you, but we see a very small slide. You might want to be in presentation mode. I am in presentation mode. Unless it's just me. Kanta, in the bottom of the screen. There you go. In the bottom of the screen, you have to click. Are you seeing it in presentation mode now? No, Kanta, in the bottom of the screen, there is an icon. I do this all the time. I don't know why it's not. That is in presentation mode now, right?
Is it not in presentation mode? Sorry. It's better than it was. It's a little larger, but it's still not quite presentation mode. That's odd. But if you're stuck, that's not a bad size compared to what it was earlier. No, but I don't understand. Sorry. Kanta, I sent you a screenshot in WebEx. You can just see that and click it in the meeting window. Sorry, this is so strange. There's a small icon in the bottom of the screen. Sorry, I'm trying to I have to start all over again. Never had this situation, so I'm not quite sure what did you send to me? I'm so sorry. This is not good. In the WebEx chat, I have just sent you a screenshot. This is a symbol which will be available in the bottom of the screen once you share the presentation. Please share your presentation. Should I go to screen or application? Maybe that's the issue. Anything is fine. Yeah, you can go to application instead of screen. I'm back to the same place though. In the bottom of the screen, there is an icon. What does the icon look like? I mean, There is a display settings, right? There is a display settings. Correct. The last symbol, you can click on it. Toggle camera? No. There is a minimize and maximize is there, right, in the bottom of the screen. Right bottom, yeah. Yeah, come next to it. Yeah, the last one. In the right corner. I just see A and A. I don't see anything else. There is a maximize and minimize. It makes make the text larger and make the text smaller. Yeah, the next to it there is an icon, right? You have to click on it. I don't see any icon next to it. That's the thing. Okay, you can maximize it if you want. Yeah, you just maximize. The presentation will get larger. No, that's not it. I'm really sorry. I've never had this. Okay, now it's fine. You can just continue. Yeah. You sure? Okay, I will. The slide is larger. Yeah. Okay, so sorry about that, and really apologies. I'm not quite sure. I apologize for this. I've not had this situation before. But allow me to continue. And so as I was saying, the work that we're going to present today is part of a Congo Basin advisory and analytics service that really has 4 streams of work focused on mainstreaming natural capital accounting into national policy and planning. And then we have the second pillar, which is looking at the readiness for carbon markets and results-based financing and the development of strategic roadmaps. And all of this is really to facilitate within the Congo Basin countries investment opportunities to engage the public and private sector. And as mentioned by Ellie, we are working around for all the 6 countries in the Congo Basin, recognizing how critically important the Congo Basin is for its natural capital, particularly its forest assets, for the ecosystems they provide, for the contribution of the forest to the national and local economies, but also their contribution to the global public goods. And so in terms of the work that we are doing on the natural capital accounting, it really has 5 steps around development of these accounts.
and these accounts were developed in a way in close collaboration with the stakeholders. But in terms of the 5 steps, the first step is really about developing the ecosystem extent of the accounts. So what is the area with which the forests are covered in each of the countries? The second step is on the condition of the account. What is the quality of the forest? And we use different metrics to really understand and to draw out the condition of the forest. The third step is really on the ecosystem services. What are the critical ecosystem services that are provided by the forest in terms of the wood and non-timber forest products, in terms of the sedimentation and the carbon and other values. This is then calculated into monetary accounts of what are the total value of those services, and then converted into asset accounts, which looks at the net present value in the future. And this was developed for the whole range of forest ecosystems that exist in the countries. And we did this for 3 time periods. We developed it for 2000, 2010, and 2020, and used the data at a spatial scale of 100 meters by 100 meters. And the important thing is that we didn't just do it at a national level. It's really desegregated through that spatial resolution right down to the provincial level data sets. And the collaboration and capacity building and ownership that we try to establish through this process is really important. We started out with really inviting the governments to nominate key focal points from their key government agencies to really participate and to follow and to guide this process and to get their feedback and engagement throughout. So we have had representatives from the finance ministries, planning and development, forest, environment, and statistics. And I'm really glad that several of them are here today. And following the face-to-face kickoff session where we discussed the scope of the work, the ownership throughout the process was really also built in through the dedicated set of capacity building sessions and ownerships through a set of modules at each stage, working through the modules, discussing and doing practical exercises around what those accounts meant. These accounts were also developed with the experts from Anchor who are based in South Africa. And just as recently as February and March, when we had completed these accounts, we conducted multi-stakeholder consultations within each of the countries, as well as high-level consultations on those results. So really pleased to share with you. So let me go through very quickly some of the steps that were involved and how we actually worked to develop those accounts. As I mentioned, step 1 was about really understanding the extent of the forest within each country and the extent of each type of forest, from lowland to montane to peat forest to mangrove forest and swamp forest. And to do that is no small task, and I think the specialists spent a lot of time to really triangulate the information to be able to delineate the extent of these types of forests within each country. And here we had to rely in many cases on global and satellite data sets, partly because a lot of times the data and information in the country doesn't exist in the continuity and at the level that would allow us to do it for each country and aggregate it upwards for the Congo Basin countries. So we drew on global data sets like the Tropical Moist Forest and the Global Forest Watch. And for the non-forest areas, we used the GLAD data to draw out the non-forested landscapes. And this has really allowed us to work and aggregate it. We're mindful that sometimes in the countries, the data does exist, the definitional issues are different, and within the context of each report of the country, we draw out where those definitional and terminology issues are different, so that's to contextualize it back for the client in the country. So I'm going to give you a snapshot of results from different countries on the different aspects as we go along.
because I think that would be a nice way to get a bigger picture of what's happening across the countries. So starting out with the extent of the forest ecosystems, and this was, as I mentioned, we did it in 3 points of time, 2000, 2010, and 2020. This snapshot from the Republic of Congo really shows the high extent of the forest being really dominated by lowland forests and peat forests. And we know how important the lowland forests are in terms of the multiple ecosystem services, including biodiversity. But at the same time, we can see that there is some increase also in the other landscapes. What I think is more interesting is the second figure that I just put up, which shows the change over time in each of these forest landscapes. And you can see that in the dark blue, which is the 2000 to 2010, and the light blue bar reflects the second decade from 2010 to 2020. And we can see that the lowland forests, naturally being proximate to areas, urban areas and others, sees the most net change, and that the rate of change has really escalated between the 2 decades in the second decade. What I think is also interesting is how the peat forests, which are critically important as an ecosystem with a high amount of carbon biomass, have remained rather stable. And we have derived this, of course, for each of the countries. And I just wanted to give you a snapshot here for the 2 decades for each of the countries. And you can see that while we're talking about the 6 countries, really what is happening in each country is sometimes quite different. But I think consistently we find that the lowland forests have been sort of the ones that have been most stressed, particularly in more recent years than before, and that the peat swamps and the have changed little, and mangroves sometimes have had issues. The second dynamic that we looked at was on the condition of the counts. This really reflects the quality, and the quality of the forest is critically important because it also reflects the capacity to support biodiversity and supplying all the other ecosystem services. To do this, we really looked at 4 metrics with the experts. The first was the tree height. The tree height is extremely important, as we know, relative, of course, to the height that that particular ecosystem has. The second is the connectivity, which reflects the percentage of the area within 2.5 kilometers of area that is forested. The third is the canopy cover, which gives us the visual oversight. And the fourth in this was the naturalness index. So how far has it deviated from its original intact status? With these 4 indices, which are normalized at a 1 hectare resolution, we derive the condition ranking for it. So the overall coefficient based on sometimes different weights, depending on where we felt that, where the experts felt that there was more certainty around the particular index. So you have this. And so when you look at how it actually plays out in the context of the country, so for example, here is the Republic of Congo snapshot again, and you can see a lot of it is dark green, which really shows that really the pristine forests tend to remain, but there have been some disturbances over time. And similarly, for Congo, for Gabon, you find that again, you see a larger amount of dark green, but you do see some areas where the disturbance is beginning to creep in. And these are important bases. So the other issues that we looked at was the provisioning service and the types of harvest that was done through the forest. And here we have a snapshot of for Gabon, which is for the fuel wood harvest. And what is really interesting here is to see that, the fuel wood harvest, it has sort of more than doubled over the 2 decades that we looked at, going from 104,000 tons in 2000 to doubling to 200,000 tons. And it's really reflected also in terms of the population increase and the demand. And you can see those 3 dots of the urban areas, and a lot of the harvest for this really is from the urban areas. And ultimately, when we do take it to the
monetary accounts, we really look at the values. So we do look at others. We look at timber, we look at the poles, we look at the fuel wood harvest and the charcoal, but also the bushmeat harvest and wild fruits. And you can see the literature we have drawn really to get a good median value for it. Now, people have asked us why we didn't use ranges, but I think for this community of practice, you do know that a lot of the accounts have to have a singular value. So we paid a lot of attention on how we derive these values and also cross-reference with the data at the national level. The climate regulation is one service. We did look at other sedimentation, which I'm not going to go through in the interest of time, but the climate regulation we looked at very closely. And here what we find is that the global climate regulation, when you look at it, in terms of the lowland forests, you can see that of the different types of forests, the most carbon is in the peat forest, which we know has a high intensity because of the soil organic matter, both below ground especially. These are the monetary values that would derive for each of the ecosystem services, and we developed them for each time slice as well as for the next decade. Both in US dollars and in the local currency. I think what stands out in this monetary accounts is the high amount of carbon, the value of carbon really overshadowing the monetary value of the ecosystem services provided. And this is not surprising because we can see from the extent and condition accounts that we developed that the extent of forest and the biomass and the carbon contained within that is very high. When we calculated the carbon, it was counted for above ground, below ground, the soil organic matter, but also the CO2 fertilization. So in the case of the Republic of Congo, you can see that if one looks at the overall set of ecosystem services flow, 99% of that really pertains to carbon, which I think is a message that the Congo Basin countries have been trying to convey. But what we also did was to extract out the carbon and look at it in terms of domestic values, which is the pie chart below. So what we did here was we extracted out the global carbon climate regulation and limited it to what would be the country climate regulation function in terms of the damage. But we know that it's a net carbon sink. So you can see in the bottom chart that the domestic values also contribute 6% to the GDP, with sedimentation retention being important as well as the wood and other services. In drawing out the similar charts for the other countries, you can see without fail that in each of the countries, here's the Central African Republic and the Gabon, that the carbon climate regulation function dominates, but when that is extracted equally, that the contribution to the GDP varies, but it is still significant in most of the countries. And this is here the results for Equatorial Guinea and Congo. So global climate regulation really takes up the lion's share of the forest ecosystem services. But the domestic share of ecosystem services, particularly the sedimentation, delivery, the wood and non-wood, are still significant and must be secured. And what I think is critical that is coming out is these assets are so important, but their contribution is still limited by the fact that there is limited monetization of those ecosystem services, including for the global climate regulation. So with that, let me pass it to Mr. John to talk about the policy implications and recommendations. Over to you, John. Thank you, Kanta. Thank you to everyone. Let me first address my congratulations for this opportunity of community of practice from the National Capital Accounting, and many thanks also to the World Bank for being partner of this important experience in the Congo Basin countries. So I will switch in French as I'm much more comfortable with French. Sure. So, alors, les implications politiques et les recommandations qui peuvent résulter de cet important travail révèlent que les comptes écosystémiques dans le bassin du Congo traduisent un important actif forestier
mais qui est en léger déclin, notamment en ce qui concerne l'étendue des forêts de basse altitude et bien évidemment l'état de ces forêts-là. Mais les forêts du bassin du Congo sont toujours un important puits de carbone avec une capacité d'absorption beaucoup plus importante que les rejets liés soit à la dégradation, soit à la perte du couvert forestier. Et la contribution des services écosystémiques des massifs forestiers du bassin du Congo a significativement participé au PIB du pays entre 2000 et 2021. Et cette valeur est en constante hausse depuis 2000 à 2020. Et il est important que les États fassent tout ce qui est possible pour essayer de sécuriser cet important potentiel en termes de services écosystémiques, surtout pour la régulation climatique mondiale. Et donc, il paraît, et cela est également un enjeu majeur pour la capacité des pays du bassin du Congo à mobiliser les financements dans les différents budgets climatiques et toutes les autres opportunités et les systèmes et outils de financement innovants qui sont de plus en plus mis en place par la communauté internationale. Par contre, il y a deux aspects importants à prendre en compte. C'est qu'il faut éviter de toute façon et mettre tout en place pour éviter une transition forestière qui soit très coûteuse. Et donc, il faudrait que les politiques soient le plus engagées dans la prise en compte des résultats de cette évaluation dans leur planification stratégique et même financière. Alors, si nous devons pouvoir sortir deux grands résultats majeurs des résultats de la comptabilité du capital naturel dans le bassin du Congo, pour la gestion forestière, on pense que ces résultats permettent une préservation, disent qu'il y a une préservation relativement réussie des forêts dans le bassin du Congo jusqu'à présent et qu'il y a un besoin d'action politique pour essayer de soutenir la gestion durable de ces forêts tout en procédant autant que possible à la restauration des zones dégradées pour augmenter le potentiel de ces services écosystémiques. De façon spécifique, il est important de procéder à des actions ciblées pour réduire la déforestation, la dégradation autour de certaines zones urbaines, principalement dans les grands centres urbains de l'ensemble des pays du bassin du Congo. Ici, là, nous avons présenté seulement Libreville et Port-Gentil à titre d'exemple, dont la dégradation est accélérée autour des centres urbains. Il faut également travailler sur le traitement des moteurs de déforestation, notamment dans le contrôle de l'expansion agricole, l'exploitation illégale des ressources forestières et surtout l'extraction minière qui est devenue une activité de plus en plus récurrente dans le paysage du bassin du Congo. Il est également important de promouvoir l'utilisation durable des forêts avec un peu plus de valeur ajoutée, notamment par une économie nationale qui prenne en compte la question des pressions forestières sur ces ressources-là. Et surtout, et enfin, il est important qu'on mette en place un système d'incitation, notamment pour les paiements pour les services écosystémiques et la finance climatique, pour encourager les pays du bassin du Congo à préserver encore une fois de plus ces forêts intactes, afin qu'elles permettent de jouer le rôle important qu'elles jouent pour la régulation du climat. Alors, nous voulons ici présenter pour l'ensemble des pays du bassin du Congo, il y a des différences d'un pays à un autre, mais nous pensons qu'il y a 5 grandes actions qui devraient être entièrement prises dans l'ensemble des pays du bassin du Congo pour essayer de tirer le meilleur parti des services écosystémiques qu'apportent les écosystèmes forestiers. La première action stratégique à mettre, c'est d'institutionnaliser la comptabilité du capital naturel en l'intégrant comme une composante dans la planification et la budgétisation nationale. Ceci permet une planification du développement intégrée et à long terme reflète la contribution réelle des services écosystémiques dans le PIB et le bien-être des communautés. Et nous pensons qu'il y a par exemple 3 points d'attaque qui peuvent être mis en place par les États, notamment améliorer le cadre juridique qui insère la comptabilité du capital naturel dans le corpus légal des États. Il faut former les institutions en charge des statistiques et les principales administrations sectorielles sur la comptabilité du capital naturel. Et surtout, il faut développer des données périodiques afin d'améliorer au fil du temps ces comptes-là et de les rendre beaucoup plus robustes et bien évidemment beaucoup plus vendables sur les marchés financiers. La deuxième principale action, c'est de sécuriser les actifs économiques pour une gestion durable à travers une gestion forestière solide et adaptée au contexte local. Il faut pour cela éviter une transformation des forêts qui sont des puits de carbone en source d'émissions, en protégeant la biodiversité et les moyens de subsistance, surtout pour les communautés locales et les peuples autochtones. Et nous pensons également que 3 actions peuvent être importantes pour les États. C'est de renforcer la certification des concessions forestières dans l'ensemble des pays, sécuriser les aires protégées et surtout appliquer de façon objective et efficace une gestion plus durable de ces forêts. Le troisième point axe stratégique qui pourrait être intéressant, c'est de répondre aux besoins des communautés pour des
moyens de subsistance beaucoup plus durables, en proposant des alternatives qui permettent de réduire la pression sur les ressources forestières tout en améliorant le bien-être. Et pour cela, il faut absolument contribuer à réduire au bien-être tout en promouvant l'équité et la résilience des communautés, surtout celles qui dépendent beaucoup plus de l'utilisation de ces ressources naturelles au quotidien. Et nous pensons qu'il y a également 3 points importants sur lesquels on peut s'attarder. C'est la promotion des solutions d'utilisation du bois, plus durable du bois et ce qu'on appelle la cuisson propre, c'est clean cooking. Je ne sais pas très si la traduction est correcte en français. Alors, il faut soutenir les forêts communautaires et l'agroforesterie qui sont déjà des pratiques suffisamment connues dans la zone. Et il faut développer des systèmes locaux d'énergie renouvelable et d'alimentation. Ça permettra aux communautés de tirer le meilleur parti des ressources qu'elles exploitent dans la nature. Le 4e axe stratégique qui peut être partagé dans les États, c'est celui qui consiste à la valorisation, à la sécurisation des services écosystémiques, surtout dans les forêts à haute valeur de conservation. Donc pour cela, il faut commencer à cartographier et à monétiser les services écosystémiques afin de générer des ressources et des revenus durables pour les communautés et les États, surtout dans les espaces où on a d'importantes séquestrations de carbone et d'autres services écosystémiques qui peuvent être mis sur le marché. Pour ça, il y a ce qu'on appelle les High Integrated Forest Area, les HSC, High Carbon Stock Area, et je pense que beaucoup de pays dans le bassin du Congo ont commencé à faire ce travail-là. Pour le Cameroun, c'est le cas. Et nous pensons que c'est important parce que ça permet de mobiliser de nouvelles ressources de financement pour la conservation, notamment dans les marchés du carbone et pour les paiements pour les services environnementaux. Et ça peut justifier une protection plus accrue des zones critiques et des zones à valeur écologique importante. Et 4 méthodes peuvent être enclenchées au niveau des pays. C'est de concevoir et de mettre en œuvre des schémas de paiement pour services écosystémiques au niveau local, intégrer la valeur des écosystèmes dans l'aménagement du territoire. Ça permet de prioriser également les zones de forte séquestration de carbone, notamment les tourbières et les mosaïques forestières. Et il faut également essayer de regarder s'il est possible de lier le potentiel de séquestration aux opportunités des marchés du carbone qui se développent de plus en plus avec l'aboutissement de l'article 6 et de tous ces mécanismes. Le 5e point consisterait à mobiliser davantage les ressources pour la mise en œuvre de toutes ces mesures de conservation des forêts en générant des investissements publics et privés dans la foresterie durable. Là, il s'agit d'assurer un financement à long terme, pas des financements ponctuels, mais à long terme en impliquant le secteur privé, pourquoi pas les banques, et encourager l'emploi local et construire une économie résiliente au climat. Et donc, en termes d'approche possible, nous pensons qu'il est possible de promouvoir la valorisation en avant de l'échelle de valeur du bois, ce qui permettrait de réduire les déchets, donc de valoriser une partie de ces déchets, notamment dans la fourniture du bois d'énergie, surtout dans les zones sahéliennes, des pays qui ont la partie Sahel dans le bassin du Congo. Il faut mobiliser autant que possible les financements dans le processus REC et les autres marchés et explorer autant que possible la faisabilité et l'applicabilité des obligations vertes et des crédits biodiversité dans les États du bassin du Congo. Alors, ce travail, il a été pionnier, il a été très intéressant, il a été une innovation pour l'ensemble des pays du bassin du Congo sur la base des échanges qui ont été avec d'autres pays. Et nous pensons quand même que c'est une initiative qui a été louable parce qu'elle permet aux États de prendre à nouveau conscience de l'importance et de l'intérêt que pourraient constituer les forêts et les services écosystémiques qu'elles fournissent dans leur économie. Mais il y a eu quand même des limites et des axes d'amélioration que nous pouvons suggérer pour les États ou bien pour les pays qui pourraient accompagner ou les institutions qui pourraient accompagner les pays du bassin du Congo. La première limite est que à la première tentative, les données ont été difficilement disponibles. Et donc, il y a eu une forte dépendance aux bases de données mondiales et les données locales étaient suffisamment limitées. Ça fait qu'on a eu beaucoup d'interpolations, beaucoup de données qui ont été utilisées en référence à d'autres régions et qui pourraient apporter des biais aux résultats. On pense également que le contexte national prend en compte les données disponibles. Donc, au niveau pays ou bien au niveau de la sous-région, on ne pouvait travailler qu'avec les données disponibles. Quand elles n'existaient pas, on devait simplement les estimer, ce qui permettrait peut-être de réduire ou bien de moins bien apprécier un certain nombre de services. Et bien évidemment, certaines estimations ont été prudentes pour éviter de
de donner des chiffres qui pourraient peut-être inquiéter ou bien mettre en alerte les décideurs. Par contre, tous les services n'ont pas été également inclus et on pense que la palette de services qui peuvent être calculés ou bien qui peuvent être mis dans ces comptes-là est encore disponible et que l'État peut pousser leurs évaluations vers d'autres aspects en fonction de leur spécificité. Et donc, les écosystèmes forestiers devraient aussi être pris en compte, notamment dans le cadre des comparaisons. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, notamment les autres usages qui ne sont pas forestiers, comment est-ce qu'ils contribuent à la conservation ou bien à la dégradation de ce potentiel en termes de services écosystémiques, notamment en ce qui concerne l'extension des périmètres urbains et leur conversion en lieux urbanisés. Voilà. Et donc, le septième point, c'est qu'on a certes un large potentiel d'amélioration de la collecte d'accessibilité des données, mais les États doivent mobiliser les ressources, renforcer les capacités des différentes administrations et des instituts spécialisés au niveau local pour que cette capacité d'information soit collectée et mise à disposition de ceux qui pourront élaborer les prochains comptes. Et donc, il serait intéressant qu'on ait plutôt des comptes de 5 ans au lieu de 10 ans, parce que cela peut être facilement adapté à la planification à court et moyen terme qui a cours dans les pays du bassin du Congo. Je pense que voilà, on peut présenter globalement les principaux aspects qui ont retenu l'attention et qui devraient être mis sur la table des décideurs politiques en ce qui concerne bien évidemment les comptes écosystémiques forestiers dans le bassin du Congo. Je voudrais vous remercier. Kenta, over to you once again. Thank you very much, John. I understand there was a delay in the system and the slides were not always moving, but I hope that you can all get the message, which I think is really important, on how critically important the services are, and I think in terms of the policy recommendations to move forward. What we would like to do now is, I think, move also to the most exciting part of the session, which is to hear from the panel of country representatives. So without further ado, let me invite first and foremost Mr. Defo Akil Carlos, who is a statistical engineer, project analyst, and evaluator of the National Accounting Division of the National Institute of Statistics of Cameroon. He has 15 years of experience in compiling national accounts and also serves as the national focal point for the environmental economic accounting, the SEA methodology that was used in the development of the accounts for the Congo Basin. So, Carlos, welcome and thank you very much for joining the panel. Let me ask you a question then, based on where you're coming from. National statistics agencies play a crucial role in generating national data and developing macroeconomic indicators. In this context, integrating natural capital into national accounts is key, as was underlined by John in his presentation. How can Cameroon statistics agencies strengthen its existing capacity to sustain and enhance the production of forest natural capital accounts in the future? Are there any lessons that can already be drawn from past experience? Thank you. Okay. Merci, Kanta. Bonjour tout le monde. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord agréger remerciements. D'abord, je voudrais remercier la Banque mondiale et la communauté de pratique pour cette invitation à ce webinaire et pour l'opportunité qui nous est offerte de nous exprimer par rapport à ce travail qui a été réalisé. Je voudrais également particulièrement remercier Kanta et son équipe pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé en si peu de temps pour l'ensemble des 6 pays du bassin du Congo. Donc, avant de répondre à la question, je vais donner un peu la situation du pays en termes de comptabilité économique et environnementale ou bien comptabilité du capital naturel. On peut voir ça ici un peu comme des synonymes.
Donc, effectivement, c'est bien le rôle de l'INS en tant que coordonnateur du système statistique national de soutenir le développement de la comptabilité économique et environnementale, en collaboration bien évidemment avec les différentes administrations parties prenantes, notamment les ministères de l'Environnement, des Forêts, de l'Eau, de l'Énergie, des Mines, ainsi que les ministères de l'Économie et des Finances. Donc, et c'est d'ailleurs ce que prévoit le plan national de développement de la comptabilité économique et environnementale que nous avons élaboré avec le soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA. Donc, de situation, il faut dire de façon brève, historique, nous avons commencé cette activité en 2018-2019 à travers un programme de renforcement de capacité de la CEA qui visait à vulgariser la pratique de cette comptabilité au niveau des pays africains. Et au cours de ce programme, nous avons expérimenté les comptes de la forêt puisqu'il y a différents comptes et nous avions estimé à l'époque qu'on devait commencer par les comptes de la forêt suivant la centrale parce qu'il y a deux grandes approches, le cadre central et cette approche de comptabilité écosystémique qui a été adoptée dans le cadre de cette étude. Donc nous sommes sortis de là avec on peut dire un petit résultat. C'était des comptes expérimentaux de la forêt et plus spécifiquement, nous avons élaboré le tableau des flux physiques du bois. Donc, c'était vraiment très limité. Ensuite, nous avons pensé que comme pour la plupart des pays au monde qui pratiquent cette comptabilité, nous devons mettre en place un plan national de développement et c'est ce qui a été fait en 2023 avec le soutien de la CEA. Et ce plan a reçu une validation, on va dire, technique. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons, et moi en particulier en tant que point focal de la comptabilité économique et environnementale de cette étude qui a été réalisée. On va dire, c'est vraiment un grand jalon que nous réalisons en tant que pays et aussi pour l'ensemble de la région du bassin du Congo. Donc, voilà un peu la situation dans le pays et nous pensons qu'au terme de cette étude, un des axes de travail, ce sera l'appropriation nationale de cette étude. Okay. Donc, ensuite, nous, dans notre planification, dans le cadre du plan, actuellement, nous recevons un appui substantiel de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'harmonisation des statistiques, du projet d'amélioration des statistiques en Afrique centrale et de l'Ouest. Et pour le Cameroun, dans le cadre de ces activités qui vont bientôt démarrer, nous avons prévu de commencer l'élaboration des comptes et suivant la priorisation qui avait été maintenue dans notre plan, dont notamment on pensait commencer avec les comptes de l'énergie et on pourra aborder les comptes de l'eau, les comptes des terres qui se rapprochent assez bien de la comptabilité écosystémique des forêts qui a été faite ici. Et dans notre plan, la comptabilité écosystémique était placée essentiellement en termes d'expérimentation parce que, comme vous l'avez vu dans la présentation de Kanta, ça nécessite des compétences en SIG, Système d'information géographique, et nous pensions qu'il parallèlement au développement des comptes thématiques, nous allions expérimenter cela, mais la présente étude a un peu changé notre agenda dans le sens que nous pensons déjà à l'appropriation et ça veut dire que dans le cadre du programme avec la Banque statistique, avec la Banque mondiale, on pourra penser que ce ne sera plus seulement de l'expérimentation, mais beaucoup plus du développement, donc appropriation et développement par la suite. Avec bien entendu
la participation des différents ministères, dont principalement le ministère de l'Environnement, qui sera le lead dans ce domaine. Donc voilà un peu globalement la situation du pays. Pour aller maintenant au droit, les deux questions qui ont été posées peuvent se répondre en une, hein, parce que nous avons déjà une expérience au niveau national avec un certain nombre d'enseignements, dont je vais aller rapidement en disant que pour renforcer les capacités de l'INS pour le développement de cette comptabilité, le travail va suivre essentiellement 4 axes. Donc, notamment l'intégration institutionnelle, le renforcement des capacités des équipes, l'amélioration de la collecte et la gestion des données et bien évidemment le soutien financier. Bon, le soutien financier, on peut se dire que avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques dans nos pays, c'est un appui substantiel qui va fatalement améliorer la qualité de données. Donc, ce sera déjà un atout et nous avons déjà inscrit des activités dans ce cadre-là. Mais pour nous, nous pensons que l'élément essentiel, c'est vraiment l'engagement politique. Okay? Parce que jusqu'ici, quand on parle de ces comptes, on se pose toujours la question, c'est quoi l'intérêt et qu'est-ce que ça va apporter au pays? Donc, il y a cette question de l'engagement politique. Et pour cela, nous nous réjouissons également de cette réunion et de la présence de John, qui est là aujourd'hui et qui sera certainement une ressource clé pour le développement de ces comptes au niveau du pays, tout au moins la collaboration interinstitutionnelle qui sera nécessaire. Donc, il y a l'engagement politique, évidemment l'alignement aux priorités politiques nationales et aussi peut-être nous pensons à des activités de sensibilisation. Et dans ce sens, on a parlé tantôt du plan national qui a été développé. Pour nous, on a un stade de validation technique, mais nous pensons que cela va nécessiter une adoption nationale au cours certainement d'une réunion de haut niveau. Et avant d'arriver à ce stade, nous pensons qu'il faudra mettre en place une équipe de travail interministérielle pour le développement de cette comptabilité. Le troisième axe, c'est le renforcement des capacités. Donc, sur ce point, nous pensons quand même que nous avons déjà fait beaucoup parce que entre 2018 et aujourd'hui, nous avons participé à beaucoup de formations, à beaucoup de webinaires comme celui-ci. Et donc, pour ça, par la suite, dans le cadre de Ishwaka, du programme avec la Banque mondiale, il est prévu des voyages d'études. Nous allons organiser des ateliers d'appropriation et éventuellement, nous allons recevoir aussi l'assistance technique d'experts. Donc, le quatrième point, et non le moindre, c'est l'amélioration de la collecte des données. Sur ce plan aussi, on a le programme statistique qui va certainement nous aider en termes d'amélioration du dispositif. Et aussi, on a vu avec cette comptabilité écosystémique qu'on pouvait tirer profit de l'existence de bases de données internationales, notamment avec les données satellitaires et les SIG. Donc voilà un peu globalement, peut-être pour me résumer, nous allons développer les comptes de l'énergie et des émissions dans l'air dans un premier temps. Parallèlement, nous allons faire l'appropriation nationale de cette étude. Nous allons constituer une équipe nationale et nous allons aller vers l'adoption de haut niveau de notre plan. Donc voilà globalement ce que je pourrais dire en termes de réponse à ces questions. Merci, Kanta. Thank you. Thank you very much, Carlos. That was an excellent intervention. And I think it really reiterates the criticality of national leadership, ownership, capacity
And I think what you have indicated is that the country is not starting from zero, that you have been taking steps over the years, and it's all coming together now in the context of your own national development plan that really can use this kind of data and information for more informed decision making, working together with the other agencies in environment and planning and others. So thank you very much. With that, let me turn to Ms. Milandu Karin Satanin, who is the Director of the National Center for Forest and Wildlife Inventory and Management under the Ministry of Forest Economy for the Republic of Congo. She's a senior engineer in water and forest with advanced degrees in plant and animal biology and ecology, and is currently completing her doctoral thesis in geosciences and environment, focused on forest cover monitoring by remote sensing. Ms. Karin, welcome. And if you can put your camera on, that would be great. We'd love to see you. So the question we have for you is, the forest accounts underscore the holistic contribution of forests to national and local economies. What are the 3 most important actions your ministry has been taking or could take to effectively integrate forest natural capital accounts into national and sectoral planning and decision support processes? Thank you, Karin. Welcome, and look forward to hearing from you on that. Merci beaucoup. Bonjour à tous. En tout cas, pour commencer, c'est un grand honneur pour nous de prendre part à ce webinaire qui est très important. Un webinaire qui est né d'une initiative qui a été prise, celle qui a consisté à réaliser cette étude sur la comptabilité du capital naturel dans le bassin du Congo. En tout cas, nous vous remercions pour cette étude et merci de nous avoir impliqués aussi. En tant que point focal pays, nous avons beaucoup appris et aujourd'hui, nous avons des résultats qui montrent bien la situation ou l'état de chaque pays. Alors, en ce qui concerne le Congo, comme vous dites, vous le savez bien, le Congo, c'est un pays modèle, je peux dire, sur les questions liées à la gestion durable des forêts. Et depuis plus de 20 ans, nous sommes dans la gestion des écosystèmes forestiers avec un point très essentiel, l'aménagement des concessions forestières et la certification de ces concessions. C'est juste pour montrer combien notre pays est engagé dans le maintien de ces écosystèmes forestiers pour le bien-être des populations au niveau mondial. Et donc, il y a eu plusieurs évolutions. Nous avons eu le premier cadre réglementaire qui a été le Code forestier de 2000. Nous avons migré vers le Code forestier de 2020 qui est en vigueur actuellement. Et le pays a pris d'autres engagements, par exemple l'adhésion à la PV-FLEGT, le processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation. Donc, plusieurs mécanismes sont mis en œuvre pour toujours maintenir ce bien-être lié à la gestion durable des forêts. Et aujourd'hui, l'étude qui a été réalisée nous donne encore pardon, vous m'entendez? Yes. Yes. Bien sûr, on vous attend. Ok. Bien. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, donc, je disais que l'étude qui a été réalisée nous donne encore la lumière sur d'autres aspects que nous connaissons déjà, mais peut-être pas avec les mêmes termes. Nous faisons de la comptabilisation en termes de forêt, la quantification des forêts. Nous faisons donc de la cartographie forestière pour avoir les informations sur l'étendue forestière au niveau du pays. Nous regardons également les pertes.
Nous faisons de la gestion durable à partir de l'exploitation forestière sélective et nous avons pas mal d'informations au niveau du pays. Et donc, cette étude pour nous, aujourd'hui, nous apporte un plus. Ce que nous pouvons faire, c'est des résultats très importants qui ont été obtenus, qui montrent bien la situation ou l'état des comptes naturels du pays. Aujourd'hui, la première des choses à faire, c'est l'appropriation de cette étude au niveau national. Nous avons des structures techniques qui produisent des données d'activité, des données sur les forêts et sur d'autres domaines. Et ce que nous souhaitons, c'est que ces structures travaillent avec l'équipe du projet de la Banque mondiale pour assurer le renforcement des capacités sur toutes les méthodologies qui ont été mises en œuvre afin que l'étude soit appropriée au niveau de ces structures techniques. Ça, c'est la première chose. Aussi, il est question de mettre en place des stratégies, renforcer les stratégies existantes pour maintenir ces forces qui ont été identifiées lors de cette étude. Dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes, nous avons déjà la loi 33 qui fait obligation aux concessionnaires d'aménager les forêts et d'aller vers la certification. Donc, ce que nous allons faire, à la lumière de ces résultats, c'est de renforcer, faire appliquer avec des nouvelles stratégies ces mesures de la loi afin que ce maintien soit toujours possible au niveau du pays. Aussi, nous souhaitons également que le pays accède au marché carbone. Puisque vous avez vu, vous avez bien démontré, l'étude a bien démontré que le pays a un haut potentiel de séquestration de carbone. Mais comment valoriser ce potentiel? C'est accéder au marché carbone qui existe pour monétiser ces services et en même temps mettre en œuvre des paiements pour services environnementaux pour aider les populations et les communautés qui sont proches de ces forêts de bénéficier du bien-être, de bénéficier des services liés à l'environnement. Donc, c'est valoriser, mettre en œuvre des paiements pour services environnementaux, comme cela a été dit cité parmi les priorités d'action qui ont été proposées pour les décideurs politiques. Voilà en gros ce que je peux dire à cette étape par rapport aux questions qui m'ont été posées. Thank you. Thank you very much, Karine. I think those were very, very clear and compelling comments you've made. I think, as you also mentioned, I think the country is really an exemplary country in the way it has maintained the forest. It's a high forest, low deforestation country. But I think the 3 points that you mentioned on how to draw on these accounts and to really build them into a nationally owned process and into the country systems, and to use your forest law that has been recently approved to improve the sustainable forest management, particularly through the concessions. And the third, as you said, accessing the benefits from the carbon market for the provision of benefits down to the community and from the larger public good. I think these are three very important actions that I think the government, I know, is paying a lot of attention to. So thank you very much for reiterating those. Last but not least, let me turn to Dr. Jean-Felix Mabiala. Welcome and thank you. Dr. Mabiala is the Deputy Secretary General at the Ministry of Environment and Climate of Gabon. He is an economist and specializes in development economics from Omar Bongo University and an engineer in water and forest. So really bringing together the dimensions. And he serves as the national focal point for the Congo Basin Natural Capital Accounting study that we've been discussing. So Dr. Mabiala, thank you very much. And a question to you.
The results of the Gabon's forest ecosystem accounts indicate that the country has successfully preserved most of its forests, reflecting commendable conservation efforts by the government and local communities. How can these findings and their policy implications help Gabon support the monetization of the ecosystem services that the forests provide? What are some innovative financing instruments to support sustainable management of Gabon's natural assets? Over to you, Dr. Mabiala. Ok, bonjour à tout le monde. Donc, la biographie a été déjà prononcée et nous allons passer au vif du sujet. Déjà, nous voulons remercier l'équipe de la Banque mondiale d'avoir initié ce webinaire pour faire le point justement du travail qui a été mené dans le cadre de ce projet sous-régional relatif justement à la comptabilisation du capital naturel des pays du bassin du Congo, de manière générale, et spécifiquement au niveau de chaque pays. Et le travail a été avec justement une coordination très intéressante de l'équipe Banque mondiale, des cabinets associés, également les points focaux des pays mobilisés autour de la question. Et nous sommes très reconnaissants justement des résultats qui ont été obtenus et le renforcement de la mise en œuvre de ce résultat sur, je sais pas, au niveau des États va également nécessiter on va dire, des mesures d'application idoines qui correspondent justement aux réalités de chaque pays. Alors, pour commencer, comme nous l'avons entendu tous durant ce webinaire, que les forêts du bassin du Congo vraiment jouent un rôle très important sur le plan économique, social, culturel et environnemental, et également au niveau de la sous-région et dans le monde. Et ces pays qui partagent en commun ce patrimoine se sont engagés à œuvrer pour la gestion durable de cet espace forestier, justement, et qui contribue au bien-être des populations de manière générale et en fait du monde également de manière particulière. Alors, par rapport justement aux questions qui ont été posées sur les résultats probables dans la mise en place des comptes d'écosystèmes forestiers, indiquant que le Gabon a réussi à préserver la plupart de ses forêts. Et nous allons, on va dire, intervenir jusque cela sur plusieurs plans. L'amélioration de la biodiversité, ça c'est vraiment très important, avec 11% de territoire national qui a été érigé en parc national. Ça c'est très très important. Également, le taux de déforestation moyenne qui est de 0,05% l'an par an. Et ça, c'est vraiment des résultats probants. Également, nous avons la certification forestière qui a été initiée pour l'ensemble des concessionnaires. Et également, on va dire, le système de traçabilité qui est en cours de finalisation pour lutter contre, on va dire, l'exploitation illégale au niveau du pays. Et ça, ce sont des aspects très importants qui ont été identifiés pour pouvoir justement assurer des comptes écosystémiques d'une manière générale au niveau des pays, au niveau du pays. Mais il y a également le renforcement des services écosystémiques qui existent justement avec on va dire, une prise en compte juridique. Donc, le cadre juridique a été amélioré, a été renforcé, notamment dans le cadre des changements climatiques, grâce justement à l'adoption ou de
cette loi sur les changements climatiques pour renforcer justement la prise en compte de tout ce qui est aspect carbone, de tout ce qui est aspect climat au niveau du pays et qui constitue aujourd'hui les priorités nationales. Et ça également, les différentes lois et qui ont été prises ces dernières années. Nous avons la loi sur l'environnement, nous avons également la loi sur le développement durable, nous avons la loi forestière, justement, qui date des années de 2001, et également la loi sur, on va dire, le changement climatique, et même la loi sur les plastiques également. Ça constitue l'arsenal juridique pour préserver les écosystèmes dans son intégralité et en particulier justement les écosystèmes forestiers. Alors, il y a également les grands efforts louables et qui se sont manifestés en intégrant, en prenant en compte les communautés locales dans la conservation des forêts, de la biodiversité et de la préservation de l'environnement. Là également, il y a plusieurs activités qui sont menées autour de ces questions, notamment la mise à disposition des communautés locales, tout ce qui est forêt communautaire, ou les activités justement d'écotourisme responsable, l'agriculture écologique, notamment les miels, tout ce qui est activités miel, plantes médicinales et agroforesterie, n'est-ce pas, pour favoriser la création des emplois communautaires durables, dont la prise en compte des communautés dans le développement local. Et ça, c'est vraiment très, très nécessaire pour pouvoir justement asseoir une comptabilité durable. Alors, de toutes ces actions, il y a une collaboration interinstitutionnelle qui existe parce que ce sont ces institutions-là, notamment le ministère de l'économie, à travers la Direction générale des statistiques, le ministère de l'Environnement, le ministère des eaux et forêts, dont les données sont partagées pour pouvoir donner réponse justement à ces comptes environnementaux qui doivent être élaborés à terme. Et leurs implications dans la comptabilité nationale va venir résoudre, justement, va améliorer les indicateurs macroéconomiques au niveau du pays. Et ça, c'est vraiment très important, d'où la raison pour laquelle, justement, l'étude sur la comptabilité nationale vient à point nommé, pouvoir donner une valeur environnementale, pouvoir donner une valeur économique et au niveau de la comptabilité nationale. Maintenant, c'est de renforcer cette mise en œuvre, cette pratique qui devrait normalement intégrer dans les politiques nationales. Alors, en ce qui concerne justement le niveau d'implication des politiques à soutenir la monétisation des services écosystémiques rendus par les forêts, à renforcer le statut de neutralisation carbone du Gabon et sa capacité à obtenir des financements climatiques par le biais des marchés du carbone. Alors, nous avons justement une prise en compte dans les politiques publiques de cette problématique et qui consiste justement à tenir compte des services écosystémiques fournis dans l'espace forestier. Alors, un renforcement a été vraiment de taille. La prise en compte est de taille. Dès lors, il y a déjà, et comme je le rappelais au début de ma présentation, justement l'adoption de la loi 018/2022 portant ratification de l'ordonnance 019
du 13 septembre 2021 relatif au changement climatique. Et ça, c'est vraiment une action forte pour le Gabon. Et il y a également des institutions qui ont été mises en place pour accompagner justement la mise en œuvre de cette politique-là à travers les activités de quantification, d'accès et de mise sur le marché des crédits carbone, n'est-ce pas, qui sont quantifiés. Et ça, c'est vraiment très, très important pour le Gabon. Alors, les instruments de financement innovants envisageables. Et ça, c'est très, très important. C'est vraiment une question pour nous qui est vraiment très, très important. Et c'est la finalité. Parce qu'on va connaître le capital naturel, oui. On va mettre en place les modèles de collecte, les outils opérationnels. On va mettre en place la méthodologie, justement, de pouvoir suivre et évaluer la mise en œuvre de ces comptes écosystémiques. Mais l'aspect pratique, ce sont les financements. Donc, les instruments financiers innovants envisageables permettant d'appuyer une gestion durable des ressources naturelles du Gabon de manière particulière et pourquoi pas de la sous-région, donc du bassin du Congo, en vue de protéger, pour assurer la protection de la nature et la conservation de la biodiversité. Nous avons, comme nous l'avons entendu, c'est le paiement par service et pour services écosystémiques, qu'on appelle couramment le service environnementaux pour les populations locales qui doivent justement être bénéficiaires de ces avantages écosystémiques que présente justement l'espace forestier. Donc, ça, c'est un pan qu'on devait regarder. Et le développement des marchés du carbone et crédit carbone. Il s'agit de générer des crédits carbone en protégeant ou en restaurant des écosystèmes. Et nous avons plusieurs types d'écosystèmes qu'on devrait justement intégrer dans les marchés carbone et du crédit carbone, notamment la forêt, comme nous l'avons déjà commencé dans notre étude. Il y a également les mangroves, il y a également les tourbières. Ce sont des puits de carbone qu'on devrait aussi tenir compte dans cette comptabilisation, puis les vendre sur les marchés volontaires ou réglementés, comme nous l'avons appris lors de nos récents thank you very much, Dr. Mabiala. rencontres de capacité. Voilà. Et également, pour terminer, justement, il y a aussi le développement des obligations vertes, l'écosystème écotourisme durable, les taxes environnementaux et éco-contributions, également la certification environnementale et label durable. Donc, ce sont des mécanismes financiers qu'on peut mobiliser justement pour faire asseoir des financements durables pour nos forêts et développer nos économies, assurer le bien-être des populations. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Mabiala. I think you make some very important points on the criticality of having good and strong legal frameworks and the enabling context, and to use that to really promote better management of the forests, community efforts, but also ultimately the monetization of the ecosystem services, through various kinds of financing instruments. And we know that that is an important part of some of the dialogue we're having with you. So I really want to thank all the speakers and the panelists, and also John for the speaking. And I think we've had a very good exchange. And I wonder now if we have some questions, and I see a couple of questions online. David, do you want to, do we open the line or do we just read off the questions? I see a couple of questions. Yeah, there are some questions in the chat box. So maybe I will forward it to you, then I will have a look if there is some raised hands. Okay. One of the questions is, Padek, you raised about
How far are we from including NCA into GDP is one of the question. And the other one is Martin said, terrestrial moisture recycling service not included in the Congo Basin that generate significant, more than half of the continent rainfall. So this thing is done by our team from the World Bank. So this thing is not included in this analysis. So what's your reflection on that? And following on that, Jane also mentioned some of the important ecosystem services are missed. I think the scope of this work is more focused on selected ecosystem service, and it's focused on forest. So why it is that when we miss some of the ecosystem services, maybe our valuation exercise will be biased. So this is raised. And Javier also mentioned about accounting is great, but nowadays we're moving to modeling for the future scenario. That can give us an additional incentive to include the carbon benefit and also to access, which is also mentioned from our discussant, Dr. Jane. He mentioned about the green bond. So Javier also said that modeling exercise should also be included. So what is your reflection on this? These are the four major which I captured from the notes. Great. So I think those are all very important questions, and I would like to also invite our panelists. So what I'd like to do is maybe on the question, how do we sort of take this natural capital accounting into the GDP? I would like to invite Mr. Defo to reflect on that question first. And then and if you can do it very briefly, because we really only have about 6 or 7 more minutes left, what are the steps that could be taken to reflect it into the GDP, building on the forest accounts where we have reflected the potential, the plausible value and contribution to the GDP, but how do you bring it into the GDP? Over to you, Carlos. Okay. Merci pour cette question. Effectivement, c'est une question qui revient souvent. Je crois que la façon d'aborder la question, ce serait de dire de façon globale, de dire qu'en fait, la comptabilité ne vient pas forcément changer les estimations du PIB. C'est d'avoir des vues complémentaires à la le PIB nous donne déjà de l'économie en intégrant les liens avec l'environnement, parce que pour produire, pour les activités économiques qu'on a, on tire beaucoup de l'environnement. Et peut-être l'autre élément à ajouter, c'est de dire certains de ces services écosystémiques qui sont évalués ici, notamment les services d'approvisionnement, sont déjà dans le champ du PIB. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de venir changer, mais c'est de fournir une palette supplémentaire de données aux décideurs pour qu'ils doivent prendre en compte l'impact sur l'environnement. Et donc, dans ce sens, l'étude qui est présentée aujourd'hui donne suffisamment d'informations qu'on n'avait pas. Et comme Karine l'a dit, c'est des choses que peut-être intuitivement on savait, mais l'étude vient nous apporter plus de précision sur ces éléments. Voilà ce que je peux dire très brièvement par rapport à cette question. Merci. Thank you very much, Carlos. I think that was really well answered. And in terms of the second question about future scenarios and policy making, I think that Dr. Mabiala and Karine actually touched on this issue. I think, I think these results are helping them to further have the data and information in terms of what it means, obviously the carbon
benefits are very clear. And in terms of the instruments of financing, Dr. Mabiala raised the green bonds and other innovative financing instruments, and Karen raised, management plans that can also bring that forward. But maybe just to pass it back to both Karen and Dr. Mabiala, and if you can just, I think in a minute or minute and a half, reflect, how these results can inform policy making and also the monetization or leveraging climate finance. Karen, let me go to you first and then to Dr. Mabiala. If you can just very briefly, in a minute or so, share with us how future scenario or policy making can be better informed. Karen first. Ok, merci. Oui, merci beaucoup, Quentin. Merci. Alors, à chaud comme ça, moi, je dirais simplement que tout partira de l'appropriation. Nous sommes des facilités de comprendre les concepts, surtout que nous avons participé à l'étude. Maintenant, il faut tout faire pour que ça soit remonté au niveau politique avec les termes très clairs, donc en mettant en place des stratégies. Et ça, c'est un processus que nous allons mener afin qu'au niveau du politique, ces stratégies que nous proposerons soient adoptées et intégrées dans le quotidien de la gestion de nos écosystèmes. En fait, il y a déjà une matrice qui existe, comme je disais tantôt. Nous avons déjà une réglementation qui existe, nous avons des lois, nous avons beaucoup de choses. Le cadre juridique est là. Maintenant, il faut aller à l'application, renforcer l'application de ce cadre juridique pour permettre l'intégration dans le quotidien de ces comptes et de cette étude qui nous révèle une fois de plus le potentiel dans nos pays. Donc, c'est des stratégies qu'il faut renforcer et amener le politique à comprendre et à l'intégrer. Voilà un peu ce que je peux dire à cette étape. Thank you. Thank you, Karen. I think you're right in terms of taking it from the technical to the policy level. And Dr. Mabiala, in just a minute, I know you already touched on the climate financing instruments. Anything that can also drive the policy and the finance conversation. And then, John, I'd like to come back to you and hear any last reflection you have as well on the questions. But Dr. Mabiala first. Ok, merci encore pour la parole. En fait, justement pour renforcer cette monétisation des services écosystémiques, nous pensons que plusieurs méthodes devaient être utilisées, et notamment la méthode de la taxonomie, ok, pour pouvoir justement faire intégrer tout ce qui est monétisation, tout ce qui est budgétisation verte au niveau de la dépense publique, que ce soit les recettes, au niveau également de la dépense. Donc, voir comment orienter l'action publique vers cette budgétisation. Ça c'est très important pour ressortir la valeur verte sur toutes les activités qui vont être développées. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et comme disait la collègue du Congo, que l'appropriation de ces concepts est nécessaire. Le renforcement des capacités est nécessaire et le développement des outils opérationnels sont également attendus pour pouvoir mieux appliquer cette monétisation qui est vraiment importante. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des comptes, maintenant il faut les monétiser. Il faut donner une valeur financière pour chaque aspect des comptes environnementaux qui seront développés. Ça, c'est vraiment très, 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 très important. Et derrière, il y a un cadre juridique à mettre en place. Et nous avons des lois qui existent. Maintenant, il faut renforcer ces lois-là en prenant des textes d'application pour la mise en œuvre et intégrer cela dans les politiques publiques pour une meilleure application, une meilleure intégration et une prise en compte.
Et la capacitation des experts, des administrations concernées doit être de taille. Donc, nous pensons que Thank you, Dr. Mabiala. I liked your suggestion on the tax and the legal. John, I want to hear from you. You know, based also on your role as not just presenter, Merci, Tanta, de me but as repasser la focal point. parole. Mhm. Je voudrais déjà m'excuser. Apparemment, je parlais vite et donc beaucoup de gens n'ont pas compris tout ce que je disais. Et c'était une question de temps. Alors, je voudrais répondre à la question comment intégrer les comptes dans le PIB. Je pense qu'aujourd'hui, nous savons qu'on peut évaluer de façon quantitative, de façon qualitative les services écosystémiques. Ça, c'est déjà un point très important. Il est possible, sur la base de leur évolution dans le temps, aussi de savoir quelle est la fraction qui peut faire l'objet de transactions sur la base de l'évolution du marché. Et je crois qu'aujourd'hui, la Banque mondiale et d'autres institutions font le suivi de l'évolution du marché du carbone et d'autres services écosystémiques. Si on connaît, il y a la fraction qui peut être l'objet de transactions. Si on connaît les tendances du marché, on peut facilement intégrer la valeur d'un service écosystémique dans le PIB de façon très classique. Donc, c'est possible aujourd'hui. Et maintenant, il y a d'autres services qui n'ont pas été couverts par l'étude. Ça a été relevé comme limite, mais nous avons, pendant l'étude, appris qu'il existe de nombreux outils pour évaluer ces services écosystémiques et une palette suffisamment fournie est produite par Invest qui permettent pour chaque type d'écosystème ou de service écosystémique de donner une méthodologie qui est admise au niveau international et dont chaque pays au niveau interne peut reprendre la même méthodologie pour essayer d'élargir le champ de possibilités des comptes qui ont été construits. Et donc, ce serait une très bonne affaire pour que les pays ouvrent la palette selon le cas. Donc, pour le Cameroun, à titre d'information, nous n'avons même pas attendu la fin de cette étude. Nous avons déjà eu un appui du PNUD qui va nous permettre de faire la formation des sectoriels dans la comptabilisation du capital naturel sur la base de la même approche méthodologique, mais en utilisant maintenant les données locales. Donc, c'est un processus qui va commencer dès le mois prochain pour ajouter un peu d'informations à ce que M. Desfoy a dit précédemment. Merci. Thank you, John, for bringing that perspective as well and to join the dots. So I know with time is up, and I really want to take this opportunity to thank everybody for really for your participation, for your engagement, and to thank particularly the country panelists who are here and speakers from the Congo Basin countries. We could not have done this without you. I also note that Anchor team is on board, Jane and others. We've all worked together as a team to move this work forward, and we are really now also working on the strategic carbon market engagement roadmaps, which really hopefully can be sort of another platform to engage on the climate financing. So with that, let me pass it back to David from the Africa Community of Practice for the final word. Yeah, thank you, Kanta, and thank you very much, all the presenters, panelists, and discussants. It is very interesting discussion, and also we were missing to hear the French. We were busy with the English presentation the last many webinars. So this is one of our big milestone to hear from our sisters and brother countries very much. So really appreciate, and as a community of practice, it is a big learning and knowledge experience sharing platform. We will continue also to hear from other countries' experience in this platform because the question is about how we link the NCA to GDP. Is the question come again and again, and then it's every continent and every country's question, and we will move forward together through our collaboration and cooperation, and then sharing experience and learning with such kind of community of practice. So really appreciate all the participants for taking your time, and the presenters, the interpreters, and all the coordinator of this event. Really appreciate, and then thank you very much. And the webinar is officially closed, and then we will never say goodbye, and then we'll meet in another opportunity as well.
Thank you very much. Thank you.